Le patron de ma femme m'a envoyé un texto avec le téléphone de ma femme à 1h du matin, elle est occupée pour l'instant. Elle rappellera plus tard. J'ai répondu, pas la peine. Vous pouvez la garder. C'est fini entre nous. 10 minutes plus tard, ma femme et son patron étaient à ma porte, visiblement en détresse, en train de supplier. Écoutez, je ne dis pas que j'ai un sixième sens ou quoi que ce soit, mais quand votre téléphone vibre à 1h03 du matin avec cette vibration spécifique de guêpe en colère qui hurle, ta vie est sur le point de se compliquer, vous savez juste que quelque chose a mal tourné. J'étais à moitié endormi, bavant sur un oreiller qui sentait vaguement la vieille cuisine chinoise à emporter et les rêves brisés, quand mon téléphone s'est allumé comme une boule à facettes à un enterrement. La lumière bleue a transpercé l'obscurité de ma chambre avec toute la subtilité d'un train de marchandises défonçant une bibliothèque. J'ai attrapé le téléphone avec la coordination d'une girafe ivre, plissant les yeux vers l'écran comme s'il allait soudainement prendre un sens si je me concentrais assez fort. La notification disait que c'était de Rachel, ma femme. Rachel, la femme qui avait promis de m'aimer dans la maladie comme dans la santé, et apparemment aussi à travers des choix de vie vraiment terribles. Mais voici le détail qui a fait chuter mon estomac plus vite qu'un ballon de plomb, le nom de la plante affichée était « G. Price, travail ». Son patron. Le docteur Gavin Price. Le genre de type qui s'entraînait probablement à faire sa tête de médecin compatissant dans le miroir chaque matin en se passant du fil dentaire bio et sans gluten. Le message lui-même était court, doux et à peu près aussi réconfortant qu'un câlin de cactus. Elle est occupée pour l'instant. Elle rappellera plus tard. J'ai fixé ces mots. Puis j'ai continué à les fixer. Je les ai lus à l'envers, à l'endroit, en javanais, essayant de trouver une interprétation alternative où « occupé » signifierait quelque chose d'innocent, comme « occupé à sauver des vies » ou « coincé dans une très longue réunion de service sur les techniques de lavage des mains appropriées ». Mais mon cerveau, ce bâtard de traître, revenait sans cesse à la seule conclusion qui avait un sens à 1h03 du matin. Ma femme était avec son patron, et il se sentait assez à l'aise pour utiliser son téléphone afin de m'envoyer un texto comme si j'étais un télévendeur ennuyeux qu'il pouvait éconduire avec une réponse toute faite. La rage m'a frappé comme un raz-de-marée de pur, c'est quoi ce bordel, cristallisé. Mais je suis serrurier de profession, ancien flic de mon passé, et un sacré comédien de nature. J'ai donc canalisé toute cette fureur pour élaborer la réponse parfaite. Mes pouces ont volé sur le clavier avec la précision d'un chirurgien et la mesquinerie d'un méchant de télé-réalité. J'ai tapé, pas la peine. Vous pouvez la garder. C'est fini entre nous. Puis j'ai ajouté un point à la fin, parce que rien ne dit, je suis très sérieux et tu viens de pulvériser ta propre vie, comme une ponctuation correcte. La grammaire est l'arme de pouvoir ultime quand on met fin à un mariage par texto à 1h du matin. J'ai appuyé sur envoyer avec la même satisfaction que j'imagine les gens ressentir quand ils lâchent le micro après un discours percutant. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table de nuit, je me suis retourné et j'ai essayé de me convaincre que je pouvais réellement me rendormir après avoir essentiellement fait exploser une bombe nucléaire au milieu de mon mariage. Spoiler, je ne pouvais pas. Mon cerveau faisait l'équivalent mental de tours de piste en hurlant et en s'arrêtant de temps en temps pour rejouer chaque moment des derniers mois, cherchant les signes que j'avais manqués, les drapeaux rouges que j'avais ignorés, et les excuses que j'avais avalées comme de mauvais médicaments. 10 minutes ont passé. 10 minutes qui ont semblé durer 10 ans, pendant lesquelles j'ai alterné entre une indignation vertueuse et le genre de tristesse écrasante qui vous donne envie de pleurer toutes les larmes de votre corps dans votre oreiller en mangeant de la crème glacée directement dans le pot. J'étais en plein milieu de la composition d'une liste mentale intitulée « Chose que j'aurais dû remarquer, espèce d'idiot ». Quand je l'ai entendu, les coups frénétiques sur ma porte d'entrée qui sonnaient comme si quelqu'un essayait de se frayer un chemin à travers du bois massif en n'utilisant que la panique pure et de mauvaises décisions. Puis sont venues les voix. Oh, les voix. La voix de Rachel, aiguë, avec cette fréquence particulière de détresse que les femmes utilisent quand elles réalisent qu'elles ont été prises la main dans le sac et doivent enclencher les protocoles de contrôle des dégâts d'urgence. Et en dessous de la sienne, une voix masculine plus profonde qui devait appartenir au docteur Gavin, j'envoie des textos aux maris des autres avec leur téléphone, Price lui-même. Ils parlaient tous les deux en même temps, une cacophonie de supplications et d'explications, et ce qui ressemblait étrangement à l'équivalent verbal de jeter des spaghettis contre un mur pour voir ce qui colle. Je me suis traîné hors du lit avec tout l'enthousiasme d'un homme marchant vers sa propre exécution, j'ai enfilé le même jean que j'avais jeté par terre 6 heures plus tôt, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée comme un zombie qui venait de se voir refuser son café du matin. À travers le Judas,
j'ai eu un premier bon aperçu du désastre qui se déroulait sur mon paillasson. Et laissez-moi vous dire, c'était mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité que j'avais pu détester regarder. Rachel était toujours en blouse, ce pyjama d'hôpital bleu qui sert apparemment aussi de camouflage, j'ai une liaison, et son mascara coulait sur son visage en d'épaisses rivières noires qui la faisaient ressembler à un raton laveur qui venait de subir une séance de thérapie particulièrement émotive. Ses cheveux étaient en désordre, ce genre de désordre spécifique qui arrive quand on a été à l'horizontale pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sommeil. Et elle serrait son téléphone comme si c'était une bouée de sauvetage et qu'elle se noyait dans un océan de ses propres choix stupides. À côté d'elle se tenait le docteur Gavin Price en personne. Et oh là là, il était exactement comme je l'avais imaginé, les yeux hagards, portant une de ces blouses blanches que les médecins utilisent pour afficher leur autorité et leur supériorité à nous, simples mortels qui ne pouvons pas distinguer une rate d'un pancréas. Il avait cette expression sur le visage, celle qui crie « Je prends des décisions de vie ou de mort importantes tous les jours », et aussi, de terribles décisions personnelles après les heures de travail. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses vêtements froissés, et il avait l'apparence générale d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait marché tête la première dans un piège de sa propre fabrication. Ils avaient tous les deux l'air affolés, comme des acteurs qui avaient oublié leur réplique en pleine représentation et improvisé désespérément leur chemin à travers la pire pièce jamais écrite. Rachel disait quelque chose comme « Ce n'est pas ce que tu penses » et « S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer », tandis que Gavin tentait de la soutenir avec des phrases comme « urgence médicale » et « malentendu complet », qui avaient toute la crédibilité d'un billet de 3 €. J'ai atteint le peine dormant avec une lenteur délibérée, prolongeant le moment comme un chef d'orchestre se préparant pour le final dramatique d'une symphonie. Clic. Je l'ai tourné d'exactement 1 centimètre. Pas assez pour ouvrir, juste assez pour qu'il l'entende. Puis, parce que je ne suis rien si je ne suis pas investi dans mon rôle, j'ai fait tout le cinéma avec la chaîne de sécurité avec le genre de panache théâtral qui rendrait fier un acteur de Broadway. La chaîne métallique a glissé en place avec un cliquetis satisfaisant qui disait « Oh, vous n'entrerez pas ici, et je vais savourer chaque seconde à vous faire mariner. » Je les ai laissés supplier à travers cette chaîne. Je suis resté là, dans mon jean froissé et un t-shirt qui disait « Je verrouille ça comme si c'était chaud », un cadeau de Franck que je trouvais hilarant jusqu'à ce moment précis. Les écoutant déverser des excuses et des explications à travers l'espace de 10 cm qui aurait aussi bien pu être le Grand Canyon. Rachel pleurait de vraies larmes, pas le genre manipulateur, ce qui rendait les choses pires d'une certaine manière. Gavin faisait de son mieux pour passer pour un être humain raisonnable, ce qui était à peu près aussi convaincant qu'un serpent essayant de vous vendre une assurance vie. Je narrais toute la scène dans ma tête avec assez de sarcasme pour alimenter une petite ville. Parce que si je ne riais pas de l'absurdité de ma femme et de son patron se présentant à ma porte à 1h15 du matin avec l'air d'avoir fui une scène de crime, j'allais définitivement pleurer. Et hors de question que je leur donne la satisfaction de me voir m'effondrer. Alors je suis resté là, les bras croisés, à les regarder interpréter leur duo désespéré de déni à travers ma porte verrouillée par la chaîne. Et j'ai pensé, ça y est. C'est le fond du trou. Un serrurier qui ne peut même pas garder son propre mariage verrouillé, obtenant une place au premier rang pour le pire spectacle sur Terre, interprété par les 2 personnes qui étaient censées être de son côté. L'ironie, ai-je décidé, est vraiment le 2e prénom d'un serrurier. Le matin est arrivé avec toute la grâce et la subtilité d'une gueule de bois en botte à embout d'acier me donnant des coups de pied directement dans le cortex cérébral. Je me suis réveillé sur mon canapé parce qu'apparemment je m'étais évanoui là après le festival dramatique de minuit sur le paillasson. Avec un torticolis qui donnait l'impression que quelqu'un avait remplacé ma colonne vertébrale par un tuyau rouillé et le genre de mal de tête qui vous fait remettre en question chaque choix de vie qui a mené à ce moment précis. Le salon ressemblait à une scène de crime, si le crime était « un homme abandonne la vie ». Des bouteilles de bière vides s'alignaient sur la table basse comme de tristes petits soldats. La télé était figée sur un infomercial pour un hachoir à légumes qui promettait de changer ma vie. Et mon téléphone explosait de notifications que je ne voulais absolument pas lire. Mais l'univers n'avait pas fini de me frapper alors que j'étais à terre, car à précisément 7h47, ma mère a appelé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Les mères ont cette capacité surnaturelle à sentir quand la vie de leurs enfants implose, jusqu'à 500 km de distance. Et la mienne avait les compétences de pistage d'un chien de Saint-Hubert croisé avec un satellite de surveillance de la NSA. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant d'accepter qu'ignorer Linda Martinez était à peu près aussi efficace que d'essayer d'arrêter un tsunami avec une frite de piscine. Michael Anthony Martinez, a-t-elle commencé,
utilisant mon nom complet comme si j'avais 12 ans et venais d'être surpris à voler des biscuits avant le dîner. J'ai besoin que tu me dises pourquoi la voiture de Rachel est garée devant le logement du personnel de l'hôpital depuis 3 nuits. Parce que Dolores de l'église l'a vue, et elle l'a dit à Patricia, qui me l'a dit pendant notre promenade matinale, et maintenant la moitié de la ville pense que ta femme a une liaison avec ce médecin. J'ai pressé la paume de ma main contre mon front et j'ai réfléchi à savoir s'il était trop tôt pour recommencer à boire. Maman, il n'est même pas 8 heures. On peut programmer cette crise pour une heure plus raisonnable? Jean, jamais? Ne fais pas le malin avec moi, mijo. Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, je vais marcher jusqu'à cet hôpital. C'est vrai, maman, les jeux interrompus, parce qu'il ne servait à rien de faire semblant. Les petites villes, c'est comme vivre dans un bocal rempli de piranhas qui adorent les ragots. Je l'ai découvert la nuit dernière. Enfin, techniquement ce matin, à 1 heure, ce qui est apparemment le moment où tous les bons mariages vont mourir. Le silence à l'autre bout du fil a duré exactement 3 secondes avant que ma mère ne se lance dans une tirade rapide mêlant l'espagnol et l'anglais qui aurait fait pleurer d'admiration un sergent instructeur. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et l'ai laissé se défouler, interjectant de temps en temps avec des « oui, maman » et « je sais, maman » à ce que j'espérais être des moments appropriés. Après m'être finalement extirpé de l'inquisition maternelle avec la promesse de venir dîner plus tard, parce qu'apparemment rien ne dit, ta vie s'effondre, comme les enchiladas de ta mère, j'ai inspecté mon royaume de tristesse. L'appartement que nous partagions depuis 3 ans semblait différent sous la dure lumière du matin. Les photos de mariage sur la cheminée ressemblaient maintenant à des preuves d'un crime. Ma photo de fin d'études de l'académie de police était accrochée à côté du diplôme d'école d'infirmière de Rachel, nous deux ayant l'air si jeunes et optimistes que ça me donnait envie de frapper quelque chose. Un cercle de taches de café délavé sur la table d'appoint cartographiait chaque matin où nous nous étions assis ensemble, faisant défiler nos téléphones et prétendant que nous étions toujours connectés. La pluie a commencé vers 9 heures, parce que bien sûr. Ça se transformait en une véritable chanson de country, et je m'attendais à moitié à ce que mon chien meure et que mon camion tombe en panne, sauf que je n'avais pas de chien et que mon camion fonctionnait bien, ce qui rendait tout pire d'une certaine manière. Rachel est arrivée à 10h23. Je connais l'heure exacte parce que je regardais l'horloge, souhaitant que la journée se termine, quand je l'ai entendue mettre sa clé dans la serrure. Elle avait toujours une clé. Il faudrait que je change ses serrures. Un risque professionnel d'être serrurier est de savoir exactement à quel point votre propre sécurité est vulnérable. Elle est entrée, l'air d'avoir traversé une zone de guerre, portant toujours ses maudites blouses. Et je me suis demandé si c'était intentionnel, comme si porter un uniforme légitimerait d'une manière ou d'une autre l'explication qu'elle s'apprêtait à servir. Mike, s'il te plaît, écoute-moi juste, a-t-elle commencé, et j'ai levé une main comme un agent de la circulation au carrefour le plus déprimant du monde. Laisse-moi deviner, ai-je dit, m'appuyant contre le comptoir de la cuisine les bras croisés. C'était une urgence. Une urgence médicale qui nécessitait que le docteur Mamour s'occupe personnellement de toi à 1h du matin. En utilisant ton téléphone pour m'envoyer un texto parce que ses doigts étaient trop occupés à sauver des vies ou quelle que soit l'excuse que vous avez bricolée sur le chemin du retour. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé mais a continué avec le genre de détermination qui vient de la répétition d'une histoire jusqu'à ce que vous y croyiez presque vous-même. Il y a eu un problème avec la perfusion d'un patient. Gavin m'aidait à le résoudre, et j'étais si épuisé par le double service que je me suis endormi dans son bureau. C'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. J'ai ri. Un aboiement court et amer qui ne contenait pas une once d'humour réel. Tu t'es endormi dans son bureau, bien sûr. Et il s'est trouvé qu'il a utilisé ton téléphone pour m'envoyer un texto comme s'il lui appartenait. Dis-moi, dans cet épisode réconfortant de Grey's Anatomy en enfer, pourquoi exactement le Dr Price était-il assez à l'aise pour m'envoyer un message depuis ton téléphone? Vous partagez régulièrement vos téléphones? C'est une nouvelle politique de l'hôpital dont je ne suis pas au courant? Mike, tu es ridicule. Non, Rachel, je suis rationnel, ce qui est apparemment un concept étranger dans la réalité dans laquelle tu vis. Je me suis détaché du comptoir et j'ai commencé à faire les 100 pas parce que rester immobile ressemblait à une reddition. Tu veux savoir ce qui est ridicule? Le fait que tu penses que je suis assez stupide pour gober ce téléfilm pour adolescents que tu me vends. Oh non, monsieur l'agent, je ne savais pas comment la drogue était arrivée dans ma voiture. C'est ce à quoi tu ressembles en ce moment. Son visage s'est décomposé et elle s'est effondrée dans le fauteuil ou mon fauteuil,
celui que j'avais hérité de mon grand-père, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Il y a eu des mois de distance entre nous, Mike. Des mois où tu travaillais tard sur des appels de serrurerie. Des mois où je faisais des doubles services. Des mois où nous nous croisions comme des colocataires au lieu de partenaires. Je me sentais seul. Je me sentais invisible. Alors, tu as choisi un drame nocturne avec ton patron au lieu de, je ne sais pas, suggérer une thérapie de couple? Au lieu d'avoir une seule conversation honnête avec ton mari? J'ai arrêté de faire les 100 pas et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu te sentais seul, alors tu t'es assuré que je me sentirais seul aussi. C'est un vrai partenariat, ça. Elle pleurait maintenant, sanglotant à plein poumon dans ses mains. Et une partie de moi, celle qu'il avait aimée depuis notre rencontre à cette vente aux enchères caritatives ridicule de l'hôpital il y a 6 ans, voulait la réconforter. Mais la plus grande partie, celle qui avait passé les 9 dernières heures à rejouer chaque moment suspect des derniers mois, était trop occupée à être en colère pour se soucier de ses larmes. Si c'était vraiment une urgence, ai-je dit, laissant le sarcasme suinter de chaque mot comme de l'acide, pourquoi le docteur Price ne portait-il pas de blouse sur mon paillasson? Pourquoi est-il arrivé en blouse blanche comme s'il faisait une visite à domicile à 1h du matin? S'est-il arrêté pour se changer? Y a-t-il eu une consultation vestimentaire? Parce que j'essaie juste de comprendre la logistique de cette urgence médicale qui a nécessité que vous vous présentiez tous les deux à ma porte avec l'air de vous être enfui d'un plateau de tournage de telenovela. Elle n'avait pas de réponse à ça. Elle est juste restée assise là, pleurant dans ses mains pendant que la pluie battait contre les fenêtres et transformait toute la scène en ce qu'elle était exactement, une tragédie que personne n'avait demandé, mais que tout le monde avait vu venir. J'ai donné à Rachel exactement 45 minutes pour pleurer dans mon appartement avant de lui dire qu'elle devait partir. Non pas parce que je suis sans cœur, bien qu'à ce moment précis je donnais une très bonne imitation d'un homme dont le cœur avait été passé dans un broyeur à bois, mais parce que si je devais la regarder sangloter dans ses mains une seconde de plus, j'allais soit commencer à crier, soit commencer à pleurer moi-même. Et aucune de ces options ne semblait particulièrement productive. Elle est partie avec tout le panache dramatique d'une actrice de feuilleton quittant la scène côté court, emportant ses clés avec elle parce que je n'avais pas encore eu l'énergie de lui dire que je changerais les serrures au plus tard demain matin. À la seconde où sa voiture a quitté l'allée, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom que je cherchais, Frank Sullivan, répertorié dans mon téléphone comme Frank le Tank, département des mauvaises idées. Frank était mon ancien partenaire à l'époque où je portais encore un badge et prétendais avoir ma vie en main, avant que je n'accroche mon arme et décide que crocheter des serrures était en quelque sorte moins stressant que de ramasser les morceaux des désastres des autres. Il s'est avéré que j'avais tort sur ce point, mais c'est une autre séance de thérapie. Frank avait quitté la police environ 2 ans avant moi, décidant que travailler pour la ville payait en bonnes intentions et en maigres avantages. Alors que diriger sa propre agence de détective privée payait en argent réel et offrait le bonus supplémentaire de choisir pour quels idiots travailler. Il s'était installé dans un petit bureau au-dessus d'un restaurant chinois du centre-ville, et l'endroit sentait perpétuellement le porc aigre-doux et la déception. C'était parfait pour lui. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et j'ai écouté sonner 2 fois avant que la voix de Frank ne se fasse entendre, graveleuse et méfiante comme un videur interrogeant quelqu'un avec une fausse carte d'identité. J'espère que c'est important, Martinez. Je suis jusqu'au coude dans une affaire d'adultère, et les photos que je regarde me font perdre foi en l'humanité. Frank, ma femme couche avec son patron. Je l'ai découvert par texto à 1h du matin, et j'ai besoin que quelqu'un me dissuade de faire une bêtise ou m'aide à déterrer assez de saleté pour l'enterrer. À toi de choisir. J'ai livré cette information avec l'inflexion émotionnelle de quelqu'un lisant une liste de courses parce qu'à ce stade, j'avais dépassé l'hystérie pour atterrir fermement dans le quartier de l'engourdissement. Il y a eu une pause à l'autre bout, le genre de pause qui signifiait que Frank traitait l'information et calculait exactement à quel point il allait s'enfoncer dans ce pétrin. Bon sang, Mike. Rachel? Ta Rachel? L'infirmière qui fait ses petites blagues sur l'hygiène des mains et qui prépare des biscuits pour les collectes de fonds de l'hôpital? C'est bien elle. Il s'avère qu'elle a fait bien plus que des biscuits, si tu vois ce que je veux dire. Je me suis affalé sur le canapé et j'ai fixé le plafond, comptant les fissures dans le plâtre comme si elle pouvait épeler une sorte de réponse. Le nom du type est Dr Gavin Price. C'est son patron à l'hôpital général du comté, il conduit une BMW qui coûte probablement plus que mon salaire annuel, et il a le genre de visage qui vous donne envie de le frapper par principe. Ne bouge pas. J'arrive. Ne fais pas de conneries dans les 20 prochaines minutes.
Franck a raccroché avant que je puisse protester. Ce qui était probablement mieux car j'aurais absolument protesté que tout ce que je pensais faire se qualifiait de « connerie » et que j'allais le faire de toute façon. Fidèle à sa parole, Franck est arrivé 19 minutes plus tard, ressemblant exactement à ce à quoi Franck ressemblait toujours, bâti comme un videur qui avait mangé un plus petit videur pour le petit déjeuner, portant un jean et une chemise en flanelle qui avaient connu de meilleures décennies. Et tenant 2 énormes tasses de café qui sentaient comme si elles pouvaient ressusciter les morts. Il m'en a tendu une sans un mot et s'est installé dans le fauteuil que Rachel avait quitté, son poids faisant grincer les vieux meubles en signe de protestation. « Parle » a-t-il commandé, sirotant son café comme si c'était un système de survie et qu'il mourait sans. Franck buvait du café comme les autres respirent, constamment, compulsivement, et avec le genre de dévouement habituellement réservé aux zélotes religieux ou aux personnes s'entraînant pour des ultramarathons. Alors, j'ai parlé. Je lui ai tout raconté, en commençant par le texto de 1h03 du matin et en terminant par l'explication pathétique de Rachel sur le fait de s'être endormie dans le bureau de Gavin après une situation de perfusion stressante. Je lui ai parlé du regard sur le visage de Gavin quand il s'est présenté à ma porte, de l'appel de ma mère, et du fait qu'apparemment la moitié de la ville avait regardé mon mariage se désintégrer en temps réel pendant que j'étais dans une ignorance bienheureuse. Je lui ai parlé des cercles de tasses de café sur ma table et des photos de mariage qui ressemblaient maintenant à des preuves de scènes de crime. Franck a écouté sans interrompre, ce qui était l'une de ses meilleures qualités. Il est juste resté assis là, buvant son café et hochant la tête de temps en temps, me laissant purger tout le poison qui s'était accumulé dans mon système depuis les premières heures du matin. Quand j'ai finalement manqué de mots, il a posé sa tasse de café et s'est penché en avant avec les coudes sur les genoux, me fixant avec ce genre de regard qui avait probablement fait avouer à des suspects des crimes qu'il n'avait pas commis à l'époque où il portait encore un badge. Voici le truc avec les menteurs, Mike. Ils se croient plus malins que tout le monde. Ils pensent qu'ils peuvent inventer une histoire et brouiller les pistes et que personne ne saura jamais la vérité. Mais les menteurs font toujours des erreurs, parce qu'ils sont trop occupés à se souvenir des mensonges pour se souvenir des détails. Il a repris son café et a bu une longue gorgée. Tu veux mon avis professionnel? Ce n'était pas un coup d'un soir. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une mauvaise décision prise dans le feu de l'action. Ça dure depuis un moment, et ils ont été prudents, ce qui signifie qu'il y a un schéma. Et les schémas laissent des preuves. Quel genre de preuves, ai-je demandé, me penchant en avant parce que soudainement, cela ressemblait moins à de l'apitoiement sur soi et plus à faire quelque chose de productif avec ma rage. Des traces écrites. Relevés bancaires, journaux d'appel, relevés de cartes de crédit. Les gens mentent, Mike. Les gens mentent tout le temps. Mais les téléphones ne mentent pas. L'argent ne ment pas. Les empreintes numériques ne mentent pas. Franck s'animait maintenant, passant en mode enquêteur comme un super-héros enfilant une cape. Tu veux savoir la vérité? Je veux dire, la vérité réelle, documentée, qui tient la route au tribunal de divorce et fait sourire ton avocat? Alors il faut qu'on cherche. Pas une vengeance à l'aveuglette. Pas encore. Juste du bon vieux travail de détective, de la recherche de faits. Le genre ennuyeux et méthodique qui donne réellement des résultats. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, une combinaison de soulagement et de détermination qui m'a fait me redresser. Je veux chercher. Je veux tout savoir. Chaque texto, chaque appel, chaque fois qu'ils se sont vus en pensant être malins. Je veux toute l'histoire. C'est ce que j'aime entendre. Franck a souri, et c'était le genre de sourire qui signifiait que quelqu'un allait passer une très mauvaise journée. Maintenant, dis-moi tout ce que tu sais sur ce Dr Price. Où il travaille, où il vit, quel genre de voiture il conduit, s'il a des antécédents. Je vais commencer à faire des vérifications d'antécédents, voir quel squelette se cache dans son placard. Les types comme ça, des médecins avec des complexes de dieu qui pensent pouvoir s'amuser avec leurs subordonnés, ils ont généralement un schéma. Ce n'est probablement pas la première fois, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres victimes, d'autres histoires, d'autres personnes qui adoreraient le voir recevoir ce qu'il mérite. Je pourrais utiliser mes compétences de serrurier pour aider à l'enquête, ai-je proposé, à moitié en plaisantant. Tu sais, ouvrir des dossiers classés. Littéralement. Franck a grogné et m'a jeté un coussin de canapé à la tête. Bon sang, Martinez, c'est la pire blague que j'ai entendue de la semaine, et j'ai passé la journée d'hier à parler à un agent de cautionnement qui communique exclusivement par blague de papa. Mais ouais, tes compétences pourraient en fait être utiles si nous devons, disons, avoir accès à certaines zones à des fins
Documentaire. Des fins documentaires. J'aime ça. Très professionnel. Je souriais maintenant, ce qui semblait bizarre étant donné que ma vie était actuellement en feu. Mais il y avait quelque chose dans le fait d'avoir un plan, d'avoir Franck à mes côtés, qui rendait tout ce désastre moins comme une noyade et plus comme nager vers le rivage. Je vais commencer à creuser sur le passé de Price aujourd'hui, a dit Franck, se levant et finissant son café. Archives publiques, antécédents professionnels, plaintes déposées contre lui, présence sur les réseaux sociaux à la totale. Toi, concentre-toi sur la documentation de tout de ton côté. Chaque conversation avec Rachel, chaque détail suspect que tu te rappelles des derniers mois, chaque élément de preuve qui pourrait être utile. Écris-le, fais des captures d'écran, sauvegarde-le. On construit un dossier ici, et les dossiers sont construits sur des détails. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné avec cette expression sérieuse qu'il portait quand nous étions sur le point de faire une descente dans une planque de drogue à l'époque. J'ai pensé à Rachel pleurant dans mon fauteuil. J'ai pensé au visage suffisant de Gavin sur mon paillasson. J'ai pensé au texto de 1h03 du matin et aux 9h d'enfer qui avaient suivi. Ouais, ai-je dit. Je suis prêt. 3 jours après que Franck ait commencé son enquête, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il est arrivé à 14h47 un jeudi, alors que j'étais en train de changer les serrures d'une agence immobilière. Transpirant à travers ma chemise de travail et me demandant si je devais juste changer mes propres serrures ou continuer à vivre dans cet étrange entre-deux où ma femme infidèle avait techniquement toujours accès à mon appartement. Le texto était court et énigmatique, de cette manière qui vous fait immédiatement penser que soit quelqu'un essaie de vous vendre une assurance auto, soit votre vie est sur le point de devenir plus compliquée. Il faut qu'on parle. C'est à propos de Rachel et Gavin. Leia. Leia. L'amie de Rachel, Leia Chan, qui donnait des cours de spinning hors de prix dans ce studio de fitness branché du centre-ville où les gens payaient 40 € pour pédaler sur un vélo d'appartement dans une pièce sombre pendant que quelqu'un leur hurlait des inepties de motivation. Leia, qui postait des stories Instagram de ses smoothies verts et de ses bols d'açaï avec des légendes sur les parcours de bien-être, et trouvait son moi authentique. Leia, que j'avais toujours soupçonné en privé d'être une de ces personnes qui prêchent la santé et la positivité tout en mangeant secrètement de la pâte à biscuits à minuit en pleine crise de stress et en contemplant le non-sens de l'existence. J'ai fixé le texto pendant une bonne trentaine de secondes, les doigts couverts de graphite et de lubrifiant pour serrure, essayant de décider si c'était un piège ou une opportunité. D'un côté, Leia était l'amie de Rachel, ce qui signifiait qu'elle était potentiellement en territoire ennemi. D'un autre côté, elle me contactait à propos de Rachel et Gavin, ce qui signifiait soit qu'elle avait des informations, soit qu'elle s'apprêtait à me faire une sorte d'intervention qui me donnerait envie de me jeter sous les roues d'une voiture. J'ai répondu par texto, Coffee béant sur Main Street. 18h. Viens seul et ne le dis pas à Rachel. Parce qu'apparemment, je vivais dans un film d'espionnage maintenant, et tout devait être dramatique et clandestin. Elle a répondu immédiatement, c'était déjà prévu. À tout à l'heure. Le Coffee béant était un de ces établissements agressivement hipsters où les baristas avaient des moustaches ironiques et le menu proposait des choses comme des lattés déconstruits et du cold brew artisanal infusé avec les larmes de plants de café élevés en plein air ou n'importe quel autre. Absurdité prétentieuse qu'ils appelaient café ordinaire de nos jours. Je suis arrivé 10 minutes en avance parce que les vieilles habitudes de flic ont la vie dure, j'ai commandé quelque chose appelé un americano qui coûtait 7 € et avait le goût du regret, et j'ai pris une banquette dans un coin d'où je pouvais voir la porte. Leia est entrée à 18h précise, et je devais lui reconnaître ça, elle ressemblait exactement à quelqu'un qui était sur le point soit de me sauver la vie, soit de la ruiner davantage. Elle portait un pantalon de yoga et un sweat à capuche oversize qui disait « Namasté au lit », tenant une de ces énormes bouteilles d'eau que les gens de fitness utilisent pour prouver qu'ils sont hydratés et donc supérieurs au reste d'entre nous, mortels. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval si serrée qu'elle lui donnait probablement mal à la tête, et elle avait cette expression sur le visage, celle qui disait qu'elle était nerveuse, coupable et déterminée tout à la fois. Elle m'a repéré, a pris une grande inspiration comme si elle se préparait pour la bataille, et s'est dirigée vers moi avec le genre de démarche qui suggérait qu'elle préférerait être littéralement n'importe où ailleurs. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi sans rien commander, ce que j'ai respecté car cela signifiait qu'elle voulait aller droit au but. Merci de me rencontrer, a-t-elle commencé, et sa voix avait cette qualité tremblante que les gens ont quand ils sont sur le point d'avouer quelque chose qu'ils ne veulent vraiment pas avouer. J'ai hésité à te contacter ces 3 derniers jours, et je ne pouvais plus garder ça pour moi.
Ça me ronge de l'intérieur. Eh bien, ça fait 2, ai-je dit, en roulant mes mains autour de mon café hors de prix. Alors, de quoi s'agit-il? Et s'il te plaît, ne me dis pas que tu es là pour défendre Rachel ou expliquer comment j'ai mal compris la situation, parce que j'ai déjà eu ma dose de manipulation cette semaine et on n'est que jeudi. Leia a secoué la tête si fort que sa queue de cheval a fouetté l'air comme un pendule de déni. Non. Mon Dieu, non. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Elle s'est arrêtée, a sorti son téléphone et l'a posé sur la table entre nous comme si c'était une grenade dégoupillée. Je suis là parce que j'ai des preuves. Des preuves que c'est bien pire que ce que tu penses. Et j'ai besoin que tu saches que je n'ai pas réalisé ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Et je me sens comme une moins que rien à cause de ça. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, cette vieille sensation familière de mes jours de flic quand un témoin est sur le point de craquer et de vous donner la clé de toute l'affaire. Quel genre de preuve? Elle a déverrouillé son téléphone avec des doigts tremblants et a ouvert son dossier de capture d'écran. Il y a une conversation de groupe. Elle s'appelle le Club des Gardes. C'est. Jésus, Mike, c'est dégoûtant. C'est une bande de médecins et d'infirmières, surtout des hommes, et ils l'utilisent pour se vanter de leur conquête comme si c'était une sorte de jeu. Comme si les gens avec qui ils couchaient n'étaient que des points sur un tableau de score. Elle a tourné le téléphone vers moi, et j'ai senti mon estomac se nouer en faisant défiler les captures d'écran. La conversation était exactement ce qu'elle avait décrit, crue, méchante, remplie du genre de propos de vestiaire qui vous font perdre foi en l'humanité. Il y avait des noms, des dates, des blagues d'initiés qui me donnaient la chair de poule. Des réactions émojis allant des symboles de feu aux aubergines en passant par les pouces levés, comme si ces gens se félicitaient les uns les autres de ruiner des mariages et de trahir la confiance. Et là, au beau milieu de tout ça, il y avait le nom de Gavin Price. Non seulement il participait, mais il menait. Il était le meneur de ce petit club dégoûtant, postant des mises à jour comme s'il était une sorte de coordinateur de conquête. Le service de nuit m'a rapporté un autre point. La femme de Martinez est plus facile que je ne le pensais. Son mari est serrurier. Ironique, vu qu'il n'arrive pas à verrouiller son propre mariage. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se gravent dans ma rétine. La cruauté désinvolte de la chose. La façon dont il avait réduit Rachel à un point, une blague, une chute dans son jeu tordu. La façon dont il avait ajouté cette pique sur moi, sur ma profession, comme si tout cela n'était qu'un divertissement hilarant pour lui et sa bande de professionnels de la santé qui avaient apparemment sauté la partie, ne pas nuire, de leur formation. Il y a plus, a dit Leia doucement, et elle a fait défiler vers le bas pour me montrer d'autres messages. Le nom de Rachel apparaissait plusieurs fois, avec des détails sur leur rencontre qui me donnaient envie de jeter mon café à 7 € contre le mur. Des commentaires d'autres membres de la conversation félicitant Gavin, faisant des blagues, traitant toute l'affaire comme si c'était du fantasy football mais avec la vie de vraies personnes. Depuis combien de temps ça dure, ai-je demandé, ma voix sortant plus rauque que je ne l'avais prévu. La conversation est active depuis au moins 2 ans, d'après ce que je peux voir. Le nom de Rachel a commencé à apparaître il y a environ 4 mois. Leia a repris son téléphone et l'a serré contre sa poitrine comme s'il contenait des informations classifiées. Mike, j'ai besoin que tu comprennes. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas que c'était aussi grave. Rachel m'a dit qu'elle était intéressée par quelqu'un au travail, qu'il y avait une alchimie, et je. Sa voix s'est brisée. Je l'ai aidée à se couvrir. J'ai menti pour elle. Je t'ai dit qu'elle était avec moi les soirs où elle ne l'était pas. Je pensais que c'était juste du flirt, peut-être une liaison émotionnelle inoffensive qui s'éteindrait. Je ne savais pas qu'il y avait tout un club de chasse qui traitait les femmes comme des trophées. Je voulais être en colère contre elle. Une partie de moi l'était. Mais la plus grande partie reconnaissait qu'elle était là maintenant, avec des preuves, l'air de vouloir se cacher dans un trou et mourir de culpabilité. Ça comptait pour quelque chose. Pourquoi tu me montres ça maintenant, ai-je demandé. Qu'est-ce qui a changé? J'ai vu les messages de la nuit où tu as découvert. Après que tu aies texté Gavin, la conversation est devenue folle. Ils en riaient, Mike. Ils riaient que tu l'aies découvert, faisaient des blagues sur la façon dont tu réagirais, prenaient des paris sur le fait que Rachel retournerait avec toi ou resterait avec Gavin. Elle avait l'air sur le point de pleurer, et j'ai remarqué pour la première fois qu'elle n'avait probablement pas beaucoup dormi ces derniers jours. J'ai ri, un rire sombre,
Un raclement de gorge qui ne contenait aucun humour réel et 100% de reconnaissance amère de l'absurdité de ma vie. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Ma femme a une liaison avec son patron, qui fait partie d'une sorte de club sexuel de professionnels de la santé où ils partagent des notes sur leurs conquêtes comme s'ils comparaient leurs équipes de fantasy football. Et tu l'as aidé à se couvrir parce que tu pensais que c'était romantique. Ça résume bien la situation? Quand tu le dis comme ça a l'air encore pire, a chuchoté Leia. C'est parce que c'est pire. C'est caricaturalement mauvais. C'est tellement mauvais que ça en devient presque drôle. Sauf que je suis la chute de la blague, donc en fait, c'est juste destructeur pour l'âme. Je me suis frotté le visage avec les deux mains. Peux-tu m'envoyer ces captures d'écran? C'est déjà fait. Je te les ai envoyées par airdrop pendant que tu lisais. Elle a finalement attrapé sa bouteille d'eau et a bu une longue gorgée, comme si elle avait besoin de s'hydrater après avoir purgé tous ses secrets. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Je ne suis pas la seule à avoir aidé à couvrir. Il y a d'autres personnes, amis, collègues qui savaient ce qui se passait et soit s'en fichaient, soit participaient activement à garder les secrets. Toute cette affaire est plus grande que juste Rachel et Gavin. Bien sûr que ça l'est, ai-je marmonné. Parce que pourquoi mon désastre personnel serait-il contenu et gérable quand il pourrait être une conspiration à grande échelle impliquant plusieurs complices? Leia s'est levée, rassemblant ses affaires avec l'énergie de quelqu'un qui vient de terminer une mission et a désespérément besoin de s'échapper. Je suis désolé, Mike. Je suis tellement désolé d'avoir fait partie de ça. Je vais devoir vivre avec cette culpabilité pendant longtemps. Mais je pensais que tu méritais de savoir la vérité. Toute la vérité. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un qui buvait probablement des smoothies au cal en cachant du whisky dans sa bouteille d'eau. Quelqu'un qui prêchait le bien-être tout en se noyant dans son propre désordre. Quelqu'un qui essayait de faire ce qui est juste, même si c'était bien trop tard. Merci pour ça, ai-je dit, désignant mon téléphone où les captures d'écran vivaient maintenant. Je le pense vraiment. C'est une preuve. La preuve est un plat qui se mange froid. Leia, tu viens de me donner des munitions. Elle a hoché la tête et est partie sans un autre mot, me laissant seul dans ma banquette avec mon café froid et ma preuve irréfutable. J'ai de nouveau affiché les captures d'écran et je les ai fait défiler lentement, méthodiquement, mémorisant chaque blague crue et chaque cruauté désinvolte. Ils se croyaient intouchables. Ils pensaient pouvoir garder leur petit club secret, se moquer de leurs victimes, et ne jamais faire face aux conséquences. Ils avaient oublié que chaque serrure a une clé, et que j'étais très bon pour les trouver. Frank est arrivé à mon appartement 4 jours après ma séance de confession au café avec Leia, portant un dossier plus épais que mon ancien gilet pare-balles de police et ayant ce poids particulier qui vient du fait de contenir toute l'histoire d'un être humain détestable. Il n'a pas frappé, a juste utilisé le double des clés que je lui avais données quand nous étions partenaires et que je croyais encore à des choses comme la confiance et l'amitié, et il est entré pour me trouver assis à ma table de cuisine. Entouré d'impressions des captures d'écran du club des gardes, d'un bloc-notes couvert de notes qui me donnait probablement l'air d'un théoricien du complot, et d'assez de tasses de café vides pour être considéré comme un danger pour la santé. Tu as une sale gueule, a dit Frank en guise de salutation, posant le dossier sur la table avec un bruit sourd qui a fait voler certains de mes papiers. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi, ou pris une douche, ou consommé autre chose que de la caféine liquide? Des paroles audacieuses venant d'un homme qui considère le café comme un groupe alimentaire, ai-je rétorqué, mais je ne pouvais pas vraiment contester son évaluation. Je vivais dans le même pantalon de survêtement depuis 2 jours, mes cheveux faisaient quelque chose qu'on pourrait charitablement appeler de l'art abstrait, et je suis presque sûr que je sentais un mélange de lubrifiant pour serrure, de désespoir et de mauvais choix de vie. S'il te plaît, dis-moi que ce dossier contient quelque chose qui me fera me sentir mieux sur le fait que ma femme a rejoint une secte sexuelle et que j'étais trop stupide pour le remarquer. Ce n'est pas une secte sexuelle. C'est juste un groupe de connards privilégiés avec des diplômes de médecine et aucune boussole morale, a corrigé Frank, se laissant tomber sur la chaise en face de moi. Mais ouais, ce dossier va embellir toute ta semaine. Peut-être tout ton mois. Possiblement toute ton année, selon à quel point tu aimes voir les gens obtenir ce qu'ils méritent. Il a ouvert le dossier avec le panache dramatique d'un magicien révélant son meilleur tour, et je me suis retrouvé à regarder une collection de documents qui semblait avoir été compilés par quelqu'un avec un compte à régler et un très bon système de classement. Des formulaires de plainte, des rapports des RH, des documents juridiques avec des en-têtes officielles,
des dossiers personnels qui n'étaient probablement pas censés être accessibles aux civils. Mais Frank avait des moyens d'obtenir des choses sur lesquelles j'avais appris il y a longtemps à ne pas poser trop de questions. Voici la collection des plus grands succès du Dr Gavin Price, a annoncé Frank, tapotant le document du dessus avec un doigt. Il s'avère que le petit ami de ta femme a un historique plus long qu'un ticket de caisse de chez Leclerc et à peu près aussi agréable à regarder. Je parle de plaintes remontant à 7 ans, dans 3 hôpitaux différents, et d'un schéma de comportement qui ferait saliver un psychologue comportementaliste tellement c'est un cas d'école. J'ai rapproché le premier document, plissant les yeux devant le langage juridique dense qui semblait spécifiquement conçu pour obscurcir le contenu réel tout en le documentant techniquement. C'était une plainte déposée par une infirmière nommée Jennifer Kaufman en 2018, détaillant comment le Dr Price avait fait des commentaires inappropriés répétés sur son apparence, suggéré qu'il discute de ses opportunités d'avancement de carrière autour d'un verre. Puis était devenu hostile et vindicatif quand elle avait décliné ses avances. La plainte avait été déposée auprès des RH de son hôpital précédent, enquêtée pendant environ 30 secondes, puis tranquillement classée avec une note qui disait « Affaire résolue par médiation ». Affaire résolue par médiation, ai-je lu à voix haute, laissant le sarcasme suinter de chaque syllabe. C'est le jargon d'entreprise pour on l'a payé pour qu'elle s'en aille et on a espéré que personne ne le remarquerait, c'est ça? Bingo. Frank a sorti un autre document, celui-ci d'un autre hôpital en 2019. Voici Jessica Torres. Histoire similaire. Le Dr Price l'a poursuivie agressivement. Elle a d'abord répondu à ses avances parce qu'elle était jeune et flattée qu'un médecin senior s'intéresse à elle. Et puis, quand elle a essayé de rompre, il a fait de sa vie professionnelle un enfer. Il l'a mise sur les pires horaires, lui a donné de mauvaises évaluations de performance, a fait des commentaires devant d'autres membres du personnel sur le fait qu'elle était émotionnellement instable. Elle a déposé une plainte et, surprise surprise, elle a été résolue par un accord confidentiel qui incluait une clause de non-divulgation. Il a continué à sortir des documents de ce dossier comme un tour de magie déprimant qui n'en finissait pas. Sarah Chin en 2020. Amanda Rodriguez en 2021. Melissa Grant en 2022. Chaque histoire suivait le même schéma de base avec de légères variations. Le Dr Gavin Price identifiait une cible, généralement quelqu'un de plus jeune ou en position subalterne, la poursuivait avec une combinaison de charme et d'intimidation professionnelle, obtenait ce qu'il voulait, puis soit la jetait. Soit lui rendait la vie misérable quand elle essayait de poser des limites. Et à chaque fois, l'administration de l'hôpital avait répondu avec ce qu'on pourrait généreusement appeler une apathie agressive, et plus précisément un camouflage actif. Il y en a combien, ai-je demandé, sentant quelque chose de froid et de colérique s'installer dans ma poitrine comme un bloc de glace qui avait décidé de prendre résidence permanente. Frank a sorti une autre section de documents, ceux-ci semblant plus récents et officiels. Et voici la partie vraiment intéressante. L'hôpital général du comté où il travaille maintenant, où Rachel travaille, il savait. Il savait pertinemment pour son passé quand ils l'ont embauché il y a 2 ans. Ils ont fait une vérification d'antécédents. Ils ont vu les plaintes, et ils l'ont embauché quand même parce que c'est un bon médecin avec un CV impressionnant, et apparemment être un prédateur n'est qu'un défaut de personnalité mineur qui peut être négligé si vous êtes bon dans votre travail. J'ai fixé la pile de preuves, sentant la colère froide se cristalliser en quelque chose de vif et de concentré. Alors, ce que tu me dis, c'est que ce type fait ça depuis des années. Plusieurs femmes ont essayé de le tenir pour responsable, et le système continue de le protéger parce que les hôpitaux sont plus intéressés à couvrir leurs arrières qu'à réellement traiter le problème. C'est exactement ce que je te dis, a confirmé Frank. Ce type sait comment manipuler le système. Il sait quelle ligne ne pas tout à fait franchir. Il sait comment faire en sorte que les règlements se fassent discrètement. Il sait comment se positionner en victime quand des plaintes sont déposées. Il a ça dans le sang. L'homme est fondamentalement un prédateur professionnel avec un diplôme de médecine et un très bon avocat. Eh bien, n'est-ce pas fantastique, ai-je marmonné, passant mes mains dans mes cheveux et les faisant probablement se dresser dans des directions encore plus ridicules. Ma femme ne m'a pas seulement trompé avec un type au hasard. Elle m'a trompé avec un prédateur en série qui a tout un système en place pour s'en tirer. Je ne suis pas sûr si ça rend les choses meilleures ou pires. Ça en fait des munitions, a dit Frank, se penchant en avant avec ce regard intense qu'il avait quand il était vraiment plongé dans une affaire. Écoute, Mike, je sais que c'est personnel pour toi. Je sais que tu es blessé et en colère et que tu fantasmes probablement sur diverses façons créatives de faire souffrir ce type. Mais voici ce que nous allons faire.
Nous allons être malins. Nous allons rassembler toutes les preuves. Nous allons trouver ces femmes, et nous allons leur donner des choix. Quel genre de choix, ai-je demandé, bien que je commençais déjà à voir où Franck voulait en venir. Le choix de se manifester ensemble. Le choix de briser leurs clauses de non-divulgation parce que ces clauses ne tiennent pas quand il y a un schéma de comportement criminel ou quand la sécurité publique est en jeu. Le choix de cesser d'être des victimes isolées et de commencer à être une force coordonnée qui a réellement le pouvoir de tenir ce salaud pour responsable. Franck s'animait maintenant, gesticulant avec ses mains comme s'il dirigeait un orchestre invisible de la justice. Une plainte est enterrée. 2 plaintes sont réglées discrètement. 8 plaintes de 8 femmes différentes qui se manifestent tout en même temps. C'est un schéma. C'est une histoire. C'est le genre de choses qui ne disparaît pas avec un règlement discret et un accord confidentiel. J'ai senti quelque chose comme de l'espoir s'agiter dans ma poitrine, se mélangeant à la colère et à la douleur et créant une sorte de cocktail émotionnel volatile qui n'était probablement pas sain mais qui semblait définitivement productif. Alors, on contacte ces femmes. On leur montre qu'elles ne sont pas seules. On construit un dossier trop gros pour être ignoré. Exactement. Et on documente tout, chaque conversation, chaque élément de preuve, chaque lien entre ces affaires. On rend ça blindé. Franck a de nouveau tapoté le dossier. Ce type se croit intouchable parce qu'il l'a toujours été. Il pense qu'il peut continuer à faire ça pour toujours parce que le système l'a toujours protégé. Mais les systèmes sont faits de gens, et les gens peuvent être persuadés de faire ce qui est juste quand les preuves sont accablantes et que le public regarde. J'ai pris un des formulaires de plainte, lisant les détails de la façon dont le Dr Price avait systématiquement détruit la carrière de Jennifer Kaufman après qu'elle l'ait rejeté. Tu sais ce qui me rend vraiment fou, ai-je dit. Ce n'est pas seulement qu'il est un prédateur. C'est qu'il est malin. Il documente les choses en sa faveur. Il construit des pistes écrites qui font paraître ses victimes instables ou vengeresses. Il utilise sa position et son autorité pour manipuler les gens et leur faire croire qu'ils sont le problème. Ce n'est pas un crime passionnel ou un moment de faiblesse. C'est calculé. C'est un homme qui voit les autres comme des objets à collectionner et à jeter. C'est pourquoi nous allons le faire tomber en utilisant ses propres méthodes, a dit Franck avec un sourire sinistre. Il aime la documentation? On va lui en donner. Il aime jouer avec le système? On utilisera le système contre lui. Il pense qu'il a toujours 2 coups d'avance? On aura 3 coups d'avance avec de meilleures preuves et plus de témoins. J'ai fait une blague sur le contact de Gavin avec les patients et il doit être aussi tendre qu'une agrafeuse et 2 fois plus tranchant. Mais sous le sarcasme, la colère bourdonnait comme un fil électrique. Ce n'était plus seulement à propos de Rachel. Ce n'était plus seulement à propos de ma fierté blessée ou de mon mariage brisé. C'était à propos de chaque femme dont le nom était dans ce dossier, chaque victime qui avait été réduite au silence, chaque personne qui avait essayé de parler et avait été écrasée par un système qui valorisait la réputation plus que la justice. Alors, par où on commence, ai-je demandé à Franck, me préparant déjà mentalement à ce qui allait suivre. On commence par prendre contact, a dit Franck. Avec précaution, respectueusement, et en comprenant que certaines de ces femmes ne voudront peut-être rien avoir à faire avec ça. Mais on leur donne le choix. On leur montre le schéma. On leur fait savoir qu'elles ne sont pas seules. Il s'est levé et a rassemblé le dossier. Et puis, mon ami, on regardera le château de cartes si soigneusement construit du Dr Gavin Price s'effondrer. J'ai regardé le dossier, les preuves d'années de mal, et j'ai senti cette colère froide se transformer en quelque chose comme une détermination. Bien, ai-je dit. Mettons-nous au travail. Sophie Price m'a appelé un mardi matin alors que j'étais en train d'installer un système de serrure intelligente pour un entrepreneur en technologie paranoïaque convaincu que ses partenaires commerciaux essayaient de voler son idée d'application. Le nom sur l'écran de mon téléphone disait juste « Appelant inconnu », et normalement je l'aurais laissé aller à la messagerie vocale car les appelants inconnus sont généralement soit des télévendeurs essayant de me vendre des garanties prolongées pour ma voiture, soit des robots m'informant que mon numéro de sécurité sociale a été compromis et que je dois envoyer des cartes cadeaux immédiatement pour y remédier. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Peut-être l'intuition, ou peut-être juste le fait que ma vie était devenue si étrange que les appelants inconnus pouvaient littéralement être n'importe qui, de parents perdus de vue à des tueurs à gages en passant par des extraterrestres essayant de prendre contact. Est-ce bien Michael Martinez? La voix était féminine, posée,
et avait cette pointe particulière qui vient de quelqu'un qui a fini de pleurer sur ses problèmes et est passé à la phase de planification stratégique de la vengeance. Ça dépend de qui demande et si vous êtes sur le point de me signifier des papiers, ai-je dit, car à ce stade, je n'aurais pas été surpris si Rachel avait décidé de me poursuivre pour détresse émotionnelle ou une autre manœuvre juridique tout aussi insensée. C'est Sophie Price, l'ex-femme de Gavin. Elle a laissé cela infuser pendant exactement 3 secondes avant de continuer. J'ai entendu par les bruits de couloir de l'hôpital que vous collectez des informations sur les activités extrascolaires de mon ex-mari, et je pense que nous devrions parler. J'ai des choses que vous voudrez voir. J'ai failli laisser tomber ma perceuse. L'ex-femme de Gavin. La femme qui avait été mariée à ce prédateur avant qu'il ne se mette à terroriser les infirmières de l'hôpital général du comté. Je savais qu'il était divorcé, Frank l'avait mentionné dans ses recherches, mais je n'avais pas considéré que son ex pourrait être une alliée potentielle dans tout ce pétrin. C'était stupide de ma part, en fait, car les ex-femmes sont essentiellement des bases de données ambulantes de saleté sur leurs anciens conjoints, surtout quand ces anciens conjoints sont des infidèles en série avec des complexes de Dieu. Je vous écoute, ai-je dit, m'éloignant de mon client paranoïaque, qui était occupé à expliquer son système d'authentification en 17 étapes qui garderait certainement les intrus à l'écart et le rendrait certainement fou en moins de 6 mois. Pas au téléphone. Déjeuner aujourd'hui. Il y a un dîner appelé Rosies dans l'est de la ville. Vous connaissez ? Son ton suggérait que ce n'était pas vraiment une question mais plutôt une déclaration de la façon dont les choses allaient se passer. Je connais. 12h30, ça vous va ? On se voit là-bas. Étage M. Martinez. Venez seul. Ce n'est pas le genre de conversation qui a besoin d'un public. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Ce qui semblait être un thème dans ma vie ces derniers temps, des gens qui lâchent des bombes puis disparaissent avant que je puisse traiter correctement l'information. J'ai fini l'installation de la serrure intelligente dans un état second, j'ai pris mon paiement du type de la tech parano. Et j'ai passé le trajet jusqu'au Rosies dîner à essayer de comprendre ce que l'ex-femme de Gavin voulait exactement de moi et si cela allait être utile ou simplement ajouter une autre couche de complexité à ma situation déjà absurdement compliquée. Le Rosies dîner était l'un de ces établissements américains classiques qui servaient probablement du café et de la déception depuis les années 1950. Avec des banquettes en vinyle rouge tenues ensemble plus par du ruban adhésif et de l'espoir que par une véritable intégrité structurelle et un menu qui proposait des choses comme le pain de viande surprise, où la surprise était probablement une intoxication alimentaire. J'ai repéré Sophie à la seconde où je suis entré, assise dans une banquette d'angle dos au mur, comme si elle était soit paranoïaque, soit habituée à être dans des situations où connaître toutes les sorties était important. Elle ressemblait exactement à quelqu'un qui avait été marié à Gavin Price et avait survécu pour en parler, la mi-trentaine, habillée de manière professionnelle d'une façon qui criait « J'ai un vrai travail et de vraies responsabilités ». Avec des cheveux sombres tirés en un chignon sévère et le genre Dieu vif et intelligent qui suggérait qu'elle avait cessé d'être naïve à peu près en même temps qu'elle avait cessé d'être mariée. Elle n'était pas d'une beauté traditionnelle, elle était mieux que ça. Elle était le genre de femme qui avait l'air de pouvoir calculer votre valeur nette, vos failles morales et la quantité exacte de conneries que vous essayiez de lui vendre, tout ça dans le temps qu'il vous fallait pour dire bonjour. Je me suis glissé dans la banquette en face d'elle, et nous avons eu ce moment gênant où 2 personnes qui ne sont liées que par le fait que leurs conjoints et ex-conjoints respectifs sont des êtres humains terribles essaient de trouver comment commencer une conversation. Vous avez meilleure mine que ce à quoi je m'attendais, a dit Sophie, ce qui était peut-être la phrase d'ouverture la plus étrange que j'ai jamais reçue. J'imaginais quelqu'un de plus. Je ne sais pas, détruit. Gavin a une façon de détruire les gens. Donnez-moi du temps. Je suis un accident de voiture au ralenti, ai-je répondu, faisant signe à une serveuse qui avait l'air de travailler chez Rosies depuis les années 1950. Un café, noir. Assez fort pour décaper de la peinture. Sophie a commandé la même chose, ce qui l'a immédiatement élevé dans mon estime car les gens qui boivent du café noir sont soit sérieux, soit morts à l'intérieur, et dans ce contexte, les deux étaient acceptables. Nous sommes restés en silence pendant que la serveuse s'éloignait, et j'ai profité de ce temps pour étudier la femme en face de moi, essayant de comprendre son angle d'attaque et si je pouvais lui faire confiance ou si c'était un montage élaboré orchestré par Gavin pour me dérouter. Je vais aller droit au but, a dit Sophie une fois nos cafés arrivés, et elle a fait glisser une petite clé USB sur la table en formica balafré comme si nous étions dans un film d'espionnage et qu'elle passait des secrets d'État. J'ai tout gardé. Photos, enregistrements audio, textos, email.
Des clips vidéo que Gavin a sauvegardés sur son ordinateur personnel parce que c'est le genre de narcissique qui documente ses propres crimes. Tout est là-dessus. J'ai fixé la clé USB comme si elle pouvait exploser. Pourquoi? Pourquoi garder tout ça? Et pourquoi me le donner maintenant? Sophie a bu une longue gorgée de son café, et je pouvais voir le poids d'années de colère, de douleur et de patience stratégique dans son expression. Je l'ai gardé comme une assurance. Quand j'ai découvert les liaisons de Gavin et oui, au pluriel, votre femme est loin d'être la première à j'étais assez jeune et assez stupide pour penser à lui pardonner. Je croyais à ses excuses sur le stress et les longues heures et comment ces femmes se jetaient sur lui. Mais je n'étais pas si stupide que j'ai supprimé les preuves. J'ai tout sauvegardé, plusieurs copies à plusieurs endroits. Je me suis dit que c'était juste au cas où, juste pour me protéger, juste pour avoir un moyen de pression si les choses tournaient mal. Et les choses ont mal tourné, ai-je suggéré, bien que je connaissais déjà la réponse. Les choses sont devenues nucléaires, a confirmé Sophie avec un sourire amer. Gavin ne se contente pas de tromper, il collectionne. Il tient les comptes. Il sauvegarde les messages et les photos et les enregistrements de moments intimes comme s'il s'agissait de trophées. Il a des dossiers sur son ordinateur organisés par nom et par date, des notes sur ses conquêtes, des remarques sur celles qui étaient faciles et celles qui demandaient plus de travail. Ce n'est pas un homme qui a des liaisons. C'est un prédateur qui documente ses proies. Mon estomac s'est retourné, et j'ai dû poser ma tasse de café avant de la jeter contre le mur. Bon sang. Il tient vraiment des registres. C'est une sorte de jeu malsain. C'est exactement un jeu malsain pour lui. Et le pire? Il est malin. Il ne garde jamais rien qui pourrait être retracé jusqu'à lui professionnellement. Pas de mail de l'hôpital, pas de téléphone de travail. Tout est sur ses appareils personnels, crypté et protégé par mot de passe. Il se croit intouchable. Sophie se pencha en avant, et ses yeux avaient cette lueur qui vient de quelqu'un qui a attendu des années le bon moment pour frapper. Mais j'avais accès à tout quand nous étions mariés. J'ai copié des fichiers avant le divorce. J'ai sauvegardé des mots de passe. J'ai documenté des schémas. Et je suis assise sur ces informations depuis 3 ans, attendant le bon moment pour les utiliser. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi ne pas avoir utilisé ça pendant votre divorce? Pourquoi ne pas être allé à la police ou au conseil de l'ordre des médecins ou littéralement à n'importe qui avec de l'autorité? Parce que j'avais peur, a admis Sophie, et il n'y avait aucune honte dans sa voix, juste un pragmatisme froid. Gavin a de l'argent, des relations, des avocats qui auraient pu m'enterrer sous les frais de justice jusqu'à ce que je sois en faillite. Pendant le divorce, j'ai utilisé la menace de le dénoncer pour obtenir un meilleur règlement, mais je ne suis jamais allé jusqu'au bout parce que je n'avais pas les ressources pour le combattre au tribunal et dans l'opinion publique. Mais vous, a-t-elle pointé du doigt vers moi, vous n'avez rien à perdre. Votre mariage est déjà terminé. Il a déjà détruit votre vie. Et d'après ce que j'entends, vous êtes en train de monter un dossier avec plusieurs victimes et des preuves réelles au-delà de ce que j'ai ici. J'ai pris la clé USB, sentant son poids. Une si petite chose pour contenir tant de dégâts. Qui a-t-il exactement là-dessus? Tout, a dit Sophie simplement. Des enregistrements d'appels téléphoniques où il se vante à ses amis de sa dernière conquête. Des clips vidéo qu'il a secrètement enregistrés pendant des moments intimes. Certaines femmes savaient qu'elles étaient filmées, d'autres non. Des fils de discussion par texto où il discute de la stratégie pour séduire des infirmières et des étudiantes en médecine. Des photos qu'il a sauvegardées comme souvenirs. Et le plus accablant de tout, un tableur. Un véritable tableur Excel où il a suivi les noms, les dates, les notes et des remarques sur chaque femme. Il l'appelait son journal de réalisation personnelle. J'appelle ça la preuve d'un comportement prédateur systématique. J'ai ressenti un froid sentiment de satisfaction m'envahir, le genre de sentiment qu'on éprouve quand toutes les pièces éparpillées d'un puzzle s'emboîtent soudainement pour former une image qui a enfin un sens. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était l'industrie des excuses qui recevait enfin une facture. C'était une documentation qui ne pouvait pas être expliquée ou rejetée comme un malentendu. C'étaient les propres archives méticuleuses de Gavin Price qui le condamnaient. Pourquoi me donnez-vous ça, ai-je demandé une dernière fois parce que j'avais besoin de comprendre sa motivation. Qu'est-ce que vous y gagnez? Sophie a fini son café et s'est levée, se préparant à partir. Je le verrai tomber. Je saurai que j'ai joué un rôle pour l'empêcher de faire du mal à d'autres personnes.
Et je dormirai la nuit en sachant que j'ai finalement fait quelque chose au lieu de rester assise sur des preuves et de me protéger. Elle a sorti un billet de 20 € et l'a posé sur la table pour le café. Utilisez-le bien, monsieur Martinez. Faites en sorte que ça compte. Parce que si vous ratez votre coup, il saura d'où vient l'information, et je devrais disparaître. Elle est sortie du dîner comme une reine qui venait d'abdiquer son trône, fatiguée, soulagée, et enfin libérée d'un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Je suis resté assis là avec la clé USB dans ma main, sentant son poids, sachant que je tenais maintenant la clé de tout. La facture était enfin arrivée, et il était temps de faire payer Gavin Price. Le gala de charité annuel de l'hôpital général du comté était prévu pour le samedi 18 octobre, ce qui me donnait exactement 2 semaines pour passer de serrurier amer et en colère à terroriste audiovisuel avec un flair pour l'humiliation publique dramatique. Le gala était l'un de ces événements en cravate noire où les riches payaient 500 € le couvert pour manger du poulet en caoutchouc et se sentir bien dans leur peau pendant que l'administration de l'hôpital paradait avec ses médecins vedettes comme du bétail primé à une foire agricole. Et l'invité d'honneur de cette année, le médecin célébré pour ses contributions exceptionnelles aux soins des patients et à l'excellence de l'hôpital, n'était autre que le docteur Gavin Price lui-même. Parce qu'apparemment, l'univers a un sens de l'humour tordu et a décidé que l'homme qui détruisait systématiquement des vies méritait un trophée et une ovation debout. Quand Franck m'a parlé du gala, j'avais tellement ri que j'avais failli m'étouffer avec mon café. Tu plaisantes. Il lui donne un prix? C'est pourquoi? L'utilisation la plus créative des dynamiques de pouvoir? Réalisation exceptionnelle dans le domaine d'être un salaud complet? C'est le prix du guérisseur de l'année, avait dit Franck avec un visage impassible qui suggérait qu'il appréciait aussi l'ironie. Décerné chaque année à un médecin qui fait preuve d'un dévouement exceptionnel envers ses patients et d'une conduite professionnelle exemplaire. La nomination a apparemment été soumise par le conseil d'administration de l'hôpital avant que ta petite situation n'éclate, et ils sont trop avancés dans la planification pour faire marche arrière maintenant sans soulever de questions. Et c'est là que l'idée m'a frappé avec toute la subtilité d'une brique à travers une fenêtre. Pourquoi ne pas utiliser le gala lui-même comme scène pour la chute de Gavin? Pourquoi se cacher à déposer des plaintes en espérant que le système finirait par fonctionner quand je pouvais littéralement détourner son moment de triomphe et le transformer en une exécution publique? C'était élégant. C'était méchant. C'était le genre de justice poétique qui faisait chanter mon cœur de serrurier. Parce que s'il y a une chose que je comprends, c'est que la meilleure façon de s'introduire quelque part est d'utiliser l'infrastructure existante contre elle-même. J'ai exposé le plan à Franck autour de bière à son bureau, qui sentait toujours le porc aigredou et les mariages brisés, pendant qu'il écoutait avec l'expression d'un homme à la fois impressionné et préoccupé par ma stabilité mentale. Alors, si je comprends bien, avait-il dit après que j'ai terminé mon exposé. Tu veux pirater le système audiovisuel de l'hôpital pendant le gala, brancher la clé USB de Sophie, et diffuser les plus grands succès de Gavin à une salle pleine de donateurs, d'administrateurs de l'hôpital et de médias locaux. Tu veux transformer sa cérémonie de remise de prix en un documentaire criminel. Pas pirater. Ça a l'air illégal et compliqué. Je préfère obtenir un accès autorisé grâce à ma connaissance approfondie des systèmes de sécurité et au fait que j'ai personnellement installé les serrures de la salle de contrôle audiovisuel il y a 6 mois quand l'hôpital a modernisé son équipement. Je lui ai souri avec une sorte d'énergie maniaque qui aurait probablement dû m'inquiéter mais qui me semblait plutôt libératrice. Je suis serrurier, Franck. Je connais chaque entrée, chaque point d'accès, chaque point vulnérable de ce bâtiment parce que la moitié du personnel m'a appelé à un moment ou à un autre pour les faire entrer dans des pièces où ils s'étaient enfermés dehors. Je ne m'introduis pas par effraction. J'ouvre juste des portes qui sont déjà là. Franck m'avait fixé pendant un long moment avant d'éclater d'un sourire qui correspondait au mien. Espèce de magnifique salaud vengeur. C'est soit la meilleure idée que tu aies jamais eue, soit la pire. Et je ne peux vraiment pas dire laquelle. Pourquoi pas les deux, avais-je répondu, planifiant déjà mentalement la logistique. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu intimement familier avec l'espace événementiel de l'hôpital général du comté, la configuration audiovisuelle du gala, et le déroulement exact des événements prévus pour la soirée. J'ai contacté Tommy Chan, un type que je connaissais de mes jours de flic qui avait quitté la police pour devenir technicien audiovisuel parce qu'il avait décidé qu'il préférait travailler avec du matériel qu'avec des gens. Et qui me devait une faveur depuis cette fois où je l'avais aidé à se sortir d'une situation délicate impliquant son ex-petite amie, une ordonnance restrictive et un malentendu sur qui possédait réellement la PlayStation.
Tommy était plus qu'heureux de me donner un cours accéléré sur le fonctionnement de base d'un système audiovisuel, surtout quand je lui ai dit que c'était pour une présentation surprise lors d'un événement caritatif de l'hôpital. « Tu ne vas rien faire qui me causera des ennuis, n'est-ce pas ?» avait demandé nerveusement Tommy, en me montrant comment connecter des disques externes au système de projection. Défini ennui, avais-je répondu, ce qui, rétrospectivement, n'était probablement pas la réponse la plus rassurante. Mais Tommy avait haussé les épaules et m'avait montré le reste du système quand même parce que c'était un bon ami et aussi parce qu'il aimait secrètement l'idée du chaos se déroulant dans des cadres formels. Frank s'est occupé de ce qu'il appelait l'infrastructure légale, ce qui signifiait s'assurer que nous avions des journalistes alignés qui se présenteraient réellement au gala et seraient attentifs quand les choses tourneraient mal. Il a contacté Maria Gonzalez de la chaîne de télévision locale, une journaliste d'investigation qui essayait de sortir une histoire sur la mauvaise conduite à l'hôpital depuis des années et qui salivait à l'idée qu'un scandale aussi juteux lui tombe dans les bras. Il a également contacté quelques journalistes indépendants spécialisés dans les violations de l'éthique médicale, ainsi qu'un blogueur qui tenait un site populaire sur la responsabilisation des institutions puissantes. Frank construisait un public, s'assurant que lorsque le spectacle commencerait, il y aurait des gens pour le documenter et faire passer le mot. Nous ne faisons pas qu'exposer Gavin, a expliqué Frank lors d'une de nos séances de planification. Nous créons un moment qui ne peut être ignoré ou balayé sous le tapis. Nous nous assurons qu'il y a suffisamment de témoins et de couverture médiatique pour que l'hôpital n'ait d'autre choix que de répondre publiquement au lieu de gérer cela discrètement en coulisses comme ils l'ont fait pour chaque autre plainte contre lui. Leia est devenue notre coordinatrice interne, la personne qui calmait les infirmières nerveuses et s'assurait que les femmes qui avaient accepté de se manifester savaient ce qui se passait et quand. Elle avait contacté plusieurs des victimes de Gavin avec précaution, respectueusement expliquant qu'il y aurait un jugement public et demandant si elles voulaient être présentes ou si elles préféraient rester à l'écart et laisser leurs preuves parler d'elles-mêmes. Certaines ont choisi d'assister au gala, voulant voir le visage de Gavin quand son monde s'effondrerait. D'autres ont décidé de rester à la maison mais ont donné à Leia la permission de représenter leurs histoires. Quelques-unes ne voulaient rien avoir à faire avec tout ça et ont demandé à être laissées tranquilles, ce que nous avons respecté car il s'agissait de donner des choix aux gens, pas de les forcer dans une autre situation où ils n'avaient aucun contrôle. Leia était parfaite pour ce rôle car elle avait cette combinaison d'entrain d'instructeur de fitness et d'empathie sincère qui faisait que les gens lui faisaient confiance, même quand elle les recrutait essentiellement pour une embuscade. Elle m'envoyait des mises à jour par texto tout au long de la semaine, j'ai 3 autres participantes confirmées. Jessica Torres veut être là. Sarah Chin arrive du Colorado par avion parce qu'elle dit qu'elle ne manquerait ça pour rien au monde. Et chaque message ressemblait à une autre pièce qui se mettait en place. Sophie était le feu silencieux en arrière-plan, la spécialiste du contrôle qualité s'assurant que chaque fichier sur la clé USB était authentique, admissible et dévastateur. Elle a passé en revue les enregistrements et les photos avec le genre d'attention méticuleuse aux détails qui suggérait qu'elle se préparait pour ce moment depuis des années, organisant tout chronologiquement, créant une présentation qui racontait une histoire claire du début à la fin. Elle a monté un résumé des meilleurs moments qui ne durait que 12 minutes mais contenait suffisamment de preuves pour enterrer Gavin 6 pieds sous terre, avec des extraits audio de lui se vantant de ses conquêtes, des captures d'écran de la conversation du « Club des gardes » et des extraits de son tristement célèbre tableur avec les noms masqués pour protéger les victimes mais les chiffres clairement visibles. 12 minutes, m'avait dit Sophie en me remettant la clé USB finalisée. Nous avons répété le plan jusqu'à ce que je puisse l'exécuter en dormant. Frank serait positionné près des sorties avec ses contacts journalistes, prêt à intercepter quiconque essaierait d'arrêter la présentation ou de fuir la scène. Leia serait dispersée dans le public avec les victimes qui avaient choisi d'assister, offrant un soutien moral et s'assurant que tout le monde se sentait en sécurité. Sophie serait au fond de la salle, regardant depuis l'ombre comme le fantôme du passé de Gavin revenu le hanter. Et moi, je serais dans la salle de contrôle audiovisuel, dont j'avais les clés, naturellement, car j'avais installé les serrures, prêt à brancher la clé USB au moment exact et à transformer la célébration de l'hôpital en un procès public. C'était élégant dans sa simplicité. Nous ne comptions pas sur le système pour rendre la justice, nous créions notre propre système en utilisant les outils à notre disposition, insérant la clé dans la dernière serrure d'une maison entièrement construite sur des mensonges et la courtoisie professionnelle. L'hôpital voulait célébrer les contributions du Dr Gavin Price. Très bien. Nous allions leur montrer exactement à quoi il avait contribué. La nuit avant le gala, j'étais assis dans mon appartement avec la clé USB à la main,
pensant à la façon dont j'étais passé d'un serrurier avec un mariage en déclin à un homme orchestrant ce qui était essentiellement une exécution publique coordonnée à l'aide de PowerPoint et d'un système de sonorisation. C'était absurde. C'était probablement illégal de manière que je n'avais pas entièrement considérée. Ça allait certainement faire exploser ma vie encore plus qu'elle ne l'était déjà. Mais c'était aussi nécessaire, car les hommes comme Gavin Price ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Ils ne développent pas de conscience ou ne décident pas soudainement de changer de comportement. Ils continuent jusqu'à ce que quelqu'un les arrête, jusqu'à ce que le coût de leurs actions dépasse enfin le bénéfice, jusqu'à ce que les serrures derrière lesquelles ils se cachaient soient crochetées par quelqu'un qui sait exactement comment les serrures fonctionnent. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable une dernière fois, regardant la présentation soigneusement élaborée de Sophie défiler. 12 minutes de vérité, 12 minutes de preuves, 12 minutes d'un homme se condamnant avec ses propres preuves. Si ça devient un feuilleton, j'attends des droits d'auteur, me suis-je marmonné, canalisant mon énergie nerveuse dans le sarcasme parce que c'était ce que je faisais de mieux. Demain soir, le docteur Gavin Price monterait sur cette scène en attendant des applaudissements et de l'admiration. Au lieu de cela, il obtiendrait des comptes à rendre, servis froid, en public. J'avais hâte. Le matin du gala est arrivé avec le genre de ciel gris menaçant qui suggérait que même la météo savait que quelque chose de dramatique allait se produire et voulait créer l'ambiance appropriée. Je me suis réveillé à 6 heures du matin sans réveil, ce qui arrive quand votre cerveau décide que le sommeil est pour les gens qui ne sont pas sur le point de commettre un terrorisme social contre le petit ami de leur femme devant 200 des citoyens les plus influents du comté. Je suis resté au lit à fixer le plafond pendant environ 45 secondes avant de renoncer à prétendre me reposer et de me traîner sous la douche, où je suis resté sous l'eau bouillante et j'ai répété mentalement le plan de la soirée pour la 11e millième fois. La clé USB était posée sur mon comptoir de cuisine à côté de ma cafetière, branchée sur mon ordinateur portable pour une dernière vérification. J'avais regardé la présentation de Sophie tellement de fois que je pouvais probablement la réciter entièrement de mémoire, avec les extraits audio de Gavin se vantant de ses conquêtes et les captures d'écran de son tableur dérangeant. 12 minutes de preuves soigneusement sélectionnées qui allaient soit tout changer, soit exploser de manière spectaculaire à mon visage. Et à ce stade, j'étais à 50/50e sur le résultat le plus probable. J'ai fait du café assez fort pour réveiller les morts et peut-être alimenter un petit véhicule, et j'étais au milieu de ma deuxième tasse quand mon téléphone a sonné. Le nom de Rachel s'est allumé sur l'écran, et je l'ai fixé comme si c'était une grenade dégoupillée qui venait de se matérialiser dans ma cuisine. Elle n'avait pas appelé depuis le matin suivant notre confrontation sur le paillasson il y a 2 semaines, ne communiquant que par des textos brefs sur la logistique, comme qui payait quelle facture et si j'avais fait suivre son courrier. Le fait qu'elle appelle maintenant, ce matin précis, signifiait une de ces deux choses, soit elle avait découvert le plan d'une manière ou d'une autre, soit sa conscience coupable était finalement passée en sur-régime. Je l'ai laissé sonner 3 fois pendant que je débattais si répondre serait cathartique ou simplement douloureux, puis j'ai accepté l'appel parce qu'apparemment j'étais masochiste et aussi parce qu'une partie de moi, la partie stupide et sentimentale qui se souvenait d'avoir aimé cette femme, avait besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Mike? Sa voix est sortie brisée, comme si elle avait pleuré ou n'avait pas dormi, ou peut-être les deux. Mike, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai besoin de te parler. Eh bien, tu m'as au téléphone, alors parle, ai-je dit, gardant ma voix plate et sans émotion parce que si je laissais transparaître le moindre sentiment, cette conversation allait vite déraper. Bien que, je dois dire, ton timing est intéressant. Tu as quelque chose à te reprocher en ce beau samedi matin. J'ai rompu avec Gavin. Elle l'a dit rapidement, comme si elle arrachait un pansement, et je pouvais entendre le désespoir sous les mots. Il y a 2 jours. Je lui ai dit que c'était fini, que j'avais fait une erreur, que je voulais essayer de réparer les choses avec toi. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais Mike, nous sommes ensemble depuis 6 ans. Nous avons une histoire. Nous avions quelque chose de vrai. S'il te plaît, je t'en supplie, envisage une thérapie de couple. On peut surmonter ça. J'ai ri, et c'est sorti dur et amer, comme du verre brisé broyé dans du sel. Tu as rompu il y a 2 jours. 2 jours. Après 4 mois de cachotterie, après m'avoir menti en face, après avoir laissé ton patron m'envoyer un texto avec ton téléphone à 1 heure du matin comme si j'étais un obstacle sans importance à écarter. Et maintenant tu veux une thérapie? Maintenant tu veux surmonter ça, Rachel? L'audace est vraiment impressionnante. Jean, s'il donnait des prix pour le culot pur,
tu remporterais un trophée ce soir. Je sais. Oh, j'ai tout gâché. Gâché, les jeux interrompus, sentant la colère que j'avais soigneusement contrôlée commencer à filtrer. Elle pleurait maintenant, je pouvais l'entendre dans sa respiration. Mais je ne pouvais pas me forcer à m'en soucier comme je l'aurais fait même il y a 3 semaines. Quelque chose de fondamental s'était brisé entre nous, une pierre angulaire que l'on ne peut pas simplement recoller avec des larmes et des promesses de thérapie. Mike, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Gavin était. C'était une erreur. Une terrible, stupide erreur que je regrette plus que tout. Mais c'est fini maintenant. J'ai bloqué son numéro. J'ai demandé un transfert dans un autre service. Je fais tout ce que je peux pour arranger les choses. Laisse-moi te poser une question, ai-je dit, et ma voix est sortie plus froide que je ne l'avais prévu, assez tranchante pour couper. Est-ce que Gavin t'a enregistré? A-t-il pris des photos, des vidéos, sauvegardé vos textos? A-t-il documenté votre relation comme s'il s'agissait d'une conquête dont il voulait se souvenir? Le silence qui a suivi était assourdissant. Il s'est étiré pendant 5 secondes, puis 10. Et dans ce silence, j'ai entendu tout ce que j'avais besoin de savoir, la peur, la prise de conscience, la compréhension que toutes les promesses que Gavin avait faites sur la vie privée et la discrétion étaient aussi sans valeur que ses vœux de mariage l'avaient probablement été. Il a promis qu'il avait tout supprimé, a finalement chuchoté Rachel, et elle semblait petite, effrayée et jeune d'une manière qui a fait se tordre quelque chose de douloureux dans ma poitrine malgré ma colère. Après que je lui ai dit que c'était fini, il a dit qu'il supprimerait tous les messages et photos. Il a promis, Mike. Il a dit qu'il avait promis. Ouais, comme les hommes dans les drames promettent, ai-je interrompu, et le sarcasme était de retour en force parce que c'était plus facile que de reconnaître la partie de moi qui souffrait encore pour elle. Qui reconnaissait qu'elle avait été manipulée par quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience en manipulation qu'elle. Ses pleurs se sont intensifiés, se dissolvant dans le genre de sanglots qui vient d'une peur sincère et de la prise de conscience naissante que vous avez été bien plus naïf que vous ne le pensiez possible. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mike, tu dois m'aider. Si ces photos sortent, si les gens voient. Mon travail, ma réputation, ma famille. Maintenant tu te soucies de ton travail et de ta réputation? Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu, mais j'étais trop loin pour les retenir. Où était cette préoccupation il y a 4 mois quand tu faisais le choix de coucher avec ton patron? Où était cette prévoyance quand tu le laissais photographier des moments intimes? Je ne savais pas, a-t-elle presque crié, et il y avait une véritable angoisse dans sa voix. Je ne savais pas qu'il enregistrait une partie. Je ne savais pas qu'il gardait tout. Je ne savais pas pour les autres femmes ou le groupe de discussion où. Elle s'est arrêtée, et je pouvais l'entendre essayer de se ressaisir. Attends. Comment sais-tu tout ça? Comment sais-tu ce que fait Gavin? Parce que contrairement à toi, j'ai fait mes recherches, ai-je dit sèchement. Quand j'ai découvert que ma femme me trompait, je ne suis pas resté assis à pleurer dans ma bière. J'ai enquêté. J'ai parlé à des gens. J'ai trouvé des preuves. Et laisse-moi te dire, Rachel, ce que j'ai trouvé est bien pire que le fait que tu me trompes avec ton patron. Ce que j'ai trouvé, c'est un schéma de comportement prédateur qui remonte à des années. Plusieurs victimes, un abus de pouvoir systématique, et une documentation qui ferait pleurer de joie un procureur. Il y a eu une autre longue pause, et quand Rachel a de nouveau parlé, sa voix tremblait. Mike, qu'est-ce que tu comptes faire? Pourquoi tu me dis ça? Parce que ce soir, c'est le gala de l'hôpital, ai-je dit, et j'ai été surpris de mon calme, de ma maîtrise, comme si j'expliquais la météo au lieu de mes plans pour détruire la carrière de son petit ami. Ce soir, Gavin reçoit son prix de guérisseur de l'année ou quel que soit le titre qu'il lui donne. Et ce soir, tout le monde à ce gala va voir exactement quel genre de guérisseur il est vraiment. Non, c'est sorti comme un murmure, puis plus fort. Non, Mike, tu ne peux pas. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne fais pas ça publiquement. N'en fais pas un spectacle. Ça me détruira aussi. Tout le monde saura. Mes collègues, mes amis, mes parents. Tu aurais dû y penser avant de laisser Gavin prendre des photos, ai-je dit, et une partie de moi reconnaissait que j'étais cruel, mais la plus grande partie était trop en colère et blessée pour s'en soucier. Tu as fait tes choix, Rachel. Tu as choisi d'avoir une liaison.
Tu as choisi de faire confiance à un homme qui collectionne les femmes comme des cartes de baseball. Tu as choisi de croire à ses promesses. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces choix, tout comme je dois vivre avec les conséquences d'avoir épousé quelqu'un qui m'a trahi. Mike, s'il te plaît, arrête, les jeux interrompus, soudainement épuisé par toute cette conversation, par les supplications et les larmes et les appels de dernière minute à ma meilleure nature. Arrête de supplier. Arrête de faire des promesses que tu ne tiendras pas, arrête d'agir comme si tu pouvais réparer ça avec suffisamment de pleurs et d'excuses. C'est fini, Rachel. C'est fini entre nous. Ce que tu pensais que nous avions a disparu, et tu l'as tué toi-même. Tu peux te cacher si tu veux. Tu peux te déclarer malade pour le gala, rester à la maison, prétendre que rien de tout ça n'arrive. Mais tu ne peux pas déenregistrer ce qui a déjà été enregistré. Tu ne peux pas supprimer des fichiers qui ont déjà été sauvegardés à plusieurs endroits. La vérité va éclater, que ça te plaise ou non. Et c'est à toi de décider si tu y fais face ou si tu la fuis. Elle sanglotait ouvertement maintenant, mais je ne ressentais rien d'autre qu'une sorte de finalité creuse, comme fermer une porte sur une pièce où l'on sait qu'on n'entrera plus jamais. Si ça devient un feuilleton, j'attends des droits d'auteur, ai-je dit, et je le pensais à moitié sérieusement, à moitié comme un mécanisme de défense contre la partie de moi qui souffrait avec elle malgré tout. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse supplier davantage ou promettre davantage ou dire quoi que ce soit d'autre qui pourrait me faire reconsidérer. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et j'ai fini mon café, regardant la clé USB posée à côté de mon ordinateur portable. Ce soir, la vérité éclaterait. Ce soir, tout le monde verrait ce que je voyais depuis des semaines. Et si Rachel se retrouvait dans le rayon de l'explosion, eh bien, les actions ont des conséquences. Et elle avait mérité les siennes. Le gala de charité annuel de l'hôpital général du comté était exactement aussi prétentieux que je l'avais imaginé. C'est-à-dire que ça ressemblait à quelqu'un qui avait pris un tableau Pinterest intitulé « Événement médical classe » et l'avait vomi partout dans le centre de conférence de l'hôpital sans aucun souci de subtilité ou de goût. Il y avait des sculptures de glace en forme de stéthoscope parce que rien ne dit, nous nous soucions de la santé, comme de l'eau gelée coûteuse qui fondra en flaques d'ici la fin de la soirée. Des nappes blanches couvraient chaque surface, chaque table arborant des centres de table de roses et de feuilles qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. Et un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin comme si c'était un bal européen du 19e siècle au lieu d'une collecte de fonds dans une ville américaine de taille moyenne où la moitié des participants n'étaient là que pour le bar ouvert et les dons déductibles des impôts. J'étais arrivé en avance, vêtu du seul costume que je possédais, un costume gris anthracite que j'avais porté à mon mariage puis à environ 4 enterrements, ce qui me semblait sinistrement approprié compte tenu de ce que j'allais faire. Frank m'avait obtenu un billet par l'un de ses contacts qui travaillait dans l'administration de l'hôpital, une femme nommée Patricia qui avait été l'une des victimes de Gavin il y a 3 ans et qui était absolument ravie de faciliter son exécution publique. Elle m'avait même aidé à accéder à la salle de contrôle audiovisuel plus tôt dans la journée, me laissant entrer avec son badge de personnel pendant que je prétendais vérifier la sécurité des serrures de la porte et n'installais certainement pas un système de secours qui empêcherait quiconque d'arrêter la présentation une fois qu'elle aurait commencé. La salle se remplissait rapidement avec exactement le genre de personnes que l'on attend à un dîner de charité à 500 € le couvert. Des donateurs fortunés en robe de créateur et smoking sur mesure. Des membres du conseil d'administration de l'hôpital qui semblaient tous sortis d'un catalogue pour personnes à succès qui prennent des décisions importantes. Des politiciens locaux se frayant un chemin à travers la foule comme s'ils étaient en campagne électorale même si personne ne votait pour quoi que ce soit ce soir. Et bien sûr, le personnel médical, médecins et infirmières vêtus de leurs plus beaux atours, prétendant qu'ils n'espéraient pas tous secrètement que le bar resterait ouvert assez tard pour rendre les discours tolérables. J'ai repéré Frank près de l'entrée, mal à l'aise dans un costume qui n'avait probablement pas été porté depuis le mariage de sa fille il y a 2 ans. Debout à côté de Maria Gonzalez de la chaîne de télévision locale et d'au moins 3 autres journalistes que j'ai reconnus des briefings de Frank. Ils essayaient tous d'avoir l'air décontractés, comme s'ils n'étaient là que pour le poulet et la cause caritative, et certainement pas en attente d'un scandale qui leur donnerait l'histoire de l'année. Leia était dispersée dans la foule avec plusieurs femmes que j'ai reconnues du dossier des victimes de Frank, Jennifer Kaufman, Jessica Torres, Sarah Chin, qui était venue du Colorado spécialement pour ça. Toutes semblaient nerveuses et déterminées à parts égales, comme des soldats attendant une bataille pour laquelle ils s'étaient entraînés toute leur vie. Sophie était au fond de la salle, exactement là où elle avait dit qu'elle serait, portant une robe noire qui la faisait ressembler à quelqu'un assistant à un enterrement,
ce qui était approprié puisque nous étions sur le point d'enterrer vivante la carrière de Gavin. Elle a croisé mon regard et m'a fait le plus petit signe de tête, un geste qui disait « c'est l'heure, bonne chance » et « brûle tout », tout en un léger mouvement. La cérémonie a commencé à 19h30 avec toute la pompe et la cérémonie de gens qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Le PDG de l'hôpital, un homme aux cheveux d'argent nommé Richard Beaumont qui avait le genre de voix autoritaire qui vous faisait penser qu'il ne s'était jamais trompé de sa vie, est monté sur scène et s'est lancé dans un discours sur l'engagement de l'hôpital général du comté envers l'excellence et le service communautaire. Il a remercié les donateurs, a loué le personnel, a fait quelques blagues qui ont eu plus ou moins de succès, et a généralement fait toutes les choses que les gens font quand ils tuent le temps avant l'événement principal. Puis est venu le moment que j'attendais. Le docteur Alvarez, le médecin-chef, une femme sévère dans la cinquantaine qui avait l'air d'avoir personnellement opéré son propre sens de l'humour à cœur ouvert et de l'avoir complètement retiré, s'est approchée du micro pour présenter l'invité d'honneur de la soirée. C'est mon grand privilège, a-t-elle commencé, lisant sur des fiches comme si elle annonçait le gagnant d'un Oscar, de présenter le prix du guérisseur de l'année de cette année à un médecin qui incarne tout ce que nous apprécions à l'hôpital général du comté. Son dévouement envers ses patients est inégalé. Son engagement envers l'excellence des soins médicaux est une source d'inspiration pour nous tous. Il représente le meilleur de ce que signifie être un guérisseur dans notre système de santé moderne. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir sur scène le docteur Gavin Price. Les applaudissements ont commencé, polis au début, puis se sont intensifiés à mesure que Gavin se dirigeait vers la scène avec cette démarche assurée de quelqu'un qui croit sincèrement mériter chaque éloge qu'il est sur le point de recevoir. Il ressemblait exactement à ce à quoi il ressemblait toujours dans mon image mentale de lui, beau de cette manière générique de médecin de télévision, impeccablement vêtu d'un smoking qui coûtait probablement plus cher que mon camion. Avec ce sourire que je reconnaissais maintenant comme l'expression d'un prédateur qui s'en était tiré avec tout et s'attendait à continuer à s'en tirer pour toujours. Il a serré la main du docteur Alvarez, a accepté le trophée en cristal qui coûtait probablement aussi plus cher que mon camion, et s'est approché du micro avec le prix en cristal tenu haut comme s'il venait de gagner le Super Bowl des êtres humains exécrables. Les applaudissements ont continué, et je les regardais depuis ma position près de la salle de contrôle audiovisuel, se prélassant, s'imprégnant de l'admiration comme une plante génétiquement modifiée pour se nourrir exclusivement d'ego et de fausses louanges. Merci, a-t-il commencé, sa voix douce et exercée, la voix de quelqu'un qui avait déjà donné des discours et savait exactement comment manipuler une foule. Je suis vraiment touché par cette reconnaissance. Quand je suis devenu médecin, je me suis engagé à servir mes patients avec compassion, intégrité, et c'est là que j'ai appuyé sur le bouton. Les lumières se sont légèrement tamisées, j'avais programmé cela dans la séquence parce que si vous allez ruiner la vie de quelqu'un, autant le faire avec un éclairage dramatique et les écrans de projection massifs de chaque côté de la scène ont pris vie. Gavin s'est arrêté au milieu de sa phrase, confus, se tournant pour regarder les écrans avec cette expression que les gens ont quand la technologie fait quelque chose d'inattendu et qu'ils ne sont pas sûrs si cela fait partie du spectacle ou d'un dysfonctionnement. La première diapositive est apparue, une capture d'écran du groupe de discussion, le Club des Gardes, agrandi à 4,50 m de haut et parfaitement net en haute définition. Le nom du groupe était visible en haut, ainsi qu'une liste de membres, 23 noms, y compris celui de Gavin, tout en haut avec un petit émoji de couronne à côté qui le désignait comme administrateur du groupe. En dessous, message après message de blagues crues, de comparaisons de conquêtes, et le genre de propos de vestiaire qui ferait rougir un étudiant de fraternité. La salle est devenue silencieuse. Pas le silence confortable des gens attentifs, mais le silence choqué des gens essayant de comprendre ce qu'ils voient et ne trouvant pas d'explication sensée. Puis est venu l'audio. La voix de Gavin, enregistrée à partir d'un des fichiers sauvegardés de Sophie, diffusé par le système de son surround du centre de conférence avec une clarté parfaite. Le service de nuit m'a rapporté un autre point. La femme de Martinez est plus facile que je ne le pensais. Son mari est serrurier. Ironique, vu qu'il n'arrive pas à verrouiller son propre mariage. Suivi par un rire, son rire, le son de quelqu'un qui trouvait cela hilarant au lieu de sociopathique. J'ai regardé la couleur quitter le visage de Gavin alors qu'il se tenait là sur scène, piégé sous un projecteur, regardant ses propres mots le condamner sur des écrans de la taille de panneaux d'affichage. Il a commencé à bouger, tendant la main vers le docteur Alvarez, essayant de dire quelque chose, mais la présentation continuait de rouler avec l'efficacité mécanique de la vérité qui se fiche des excuses. Plus de capture d'écran. Le tableur. Son, journal de réalisation personnelle,
avec les noms masqués mais les chiffres clairement visibles, 47 entrées sur 7 ans. Des notes de 1 à 10. Des remarques sur le niveau de difficulté et s'ils en avaient, valu la peine. Clinique, froid, preuve documentée que ce n'était pas de la romance ou même de la simple infidélité de base. C'était de la prédation systématique traitée comme un hobby nécessitant une tenue de registre méticuleuse. Le choc dans la salle se transformait en autre chose maintenant, horreur, dégoût, colère. Je pouvais le voir se propager à travers la foule comme une vague. Des visages se contorsionnant, des mains couvrant des bouches, des gens se tournant vers leurs voisins avec des expressions qui demandaient « Tu vois ça ? Et est-ce que c'est réel ?» Les gens se levaient, certains s'approchant pour mieux voir, d'autres reculant comme si les écrans pouvaient être contagieux. Rachel, parce que bien sûr elle était venue malgré mon avertissement, était assise à une table près de l'avant avec certaines de ses collègues infirmières, et je l'ai vue s'effondrer la tête dans les mains, tout son corps secoué de sanglots que je pouvais voir même de l'autre côté de la pièce. Léa pleurait aussi, que ce soit de soulagement, de traumatisme ou simplement de l'émotion écrasante de voir la justice enfin rendue, je ne pouvais pas le dire. La présentation a atteint son paroxysme, un clip vidéo de Gavin dans ce qui ressemblait à un bar, ivre et se vantant à quelqu'un hors champ de ses conquêtes. Se référant aux infirmières de l'hôpital général du comté comme son terrain de chasse personnel, et plaisantant sur la facilité avec laquelle on pouvait manipuler des femmes épuisées par les doubles services et en quête de validation de la part de figures d'autorité. Son propre visage, sa propre voix, ses propres mots, enregistrés et sauvegardés et maintenant diffusés pour que tout le monde puisse les voir. Je suis alors sorti de l'ombre, marchant vers la scène les mains dans les poches et le cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait me briser les côtes. Quelqu'un devait parler, raconter ce que tout le monde voyait, s'assurer qu'il n'y avait aucune place pour le malentendu ou la manipulation. « Bonsoir », ai-je dit, et ma voix est sortie claire et plate à travers le système de micro parce que j'avais prévu cela aussi, j'avais testé l'audio plus tôt pour m'assurer d'être entendu. Je m'appelle Michael Martinez. C'est ma femme dont le docteur Price se vantait. Et ce que vous regardez n'est pas un malentendu, ou un problème technique, ou une sorte de farce élaborée. C'est de la documentation. C'est une preuve. C'est le docteur Gavin Price, dans ses propres mots, avec ses propres archives, vous montrant exactement qui il est quand il pense que personne ne regarde. La foule était en plein chaos maintenant. Des gens criaient, certains essayant de partir, d'autres sortant leur téléphone pour enregistrer ce qui se passait parce que nous vivions à une époque où si ce n'était pas sur les réseaux sociaux, autant que ça n'ait pas eu lieu. Le docteur Alvarez criait quelque chose au personnel audiovisuel, essayant de les faire tout arrêter, mais mon système de secours faisait exactement ce pourquoi je l'avais conçu, jouer jusqu'à la fin, quels que soient les boutons que l'on poussait. Gavin a finalement retrouvé sa voix, et il a commencé à s'agiter verbalement, essayant d'expliquer, d'excuser, de transformer cela en autre chose que ce que c'était manifestement. C'est sorti de son contexte. C'est une violation de ma vie privée. Vous ne comprenez pas. Il y a une garantie sur ce charme, ai-je crié, ma voix coupant sa protestation avec le genre de sarcasme sec qui m'avait fait tenir les 3 dernières semaines. Parce qu'il semble très mal fonctionner en ce moment. Certaines personnes ont ri à un rire nerveux, choqué, le genre qui se produit quand quelque chose est si horrible que l'humour devient un mécanisme de défense. D'autres se sont contentés de fixer, et sur leur visage, j'ai vu la prise de conscience naissante que tout ce qu'ils pensaient savoir sur le docteur Gavin Price était un mensonge soigneusement construit. La sécurité se dirigeait maintenant vers la scène, non pas pour arrêter la présentation, mais pour escorter Gavin dehors alors que la foule devenait hostile. Les gens lui criaient dessus, « Vous êtes une honte » et « Comment avez-vous pu » et des phrases considérablement moins polies que je ne vais pas répéter car cette histoire est déjà assez sombre sans y ajouter de jurons créatifs. La présentation s'est terminée exactement 12 minutes après avoir commencé, les écrans s'éteignant et les lumières se rallumant pour révéler une salle pleine de gens qui ne regarderaient plus jamais l'hôpital général du comté ou le docteur Gavin Price de la même manière. Mission accomplie. Les nouvelles du matin, les réseaux sociaux, les textos, tout l'univers numérique a explosé pendant la nuit. Gavin était en congé administratif, probablement sur le point de se faire virer une fois que les avocats auraient trouvé comment le formuler sans se faire poursuivre. L'hôpital a lancé une « enquête interne », ce qui est le jargon d'entreprise pour « nous allons avoir l'air très occupés pendant que nous trouvons comment couvrir nos arrières ». Quelques infirmières sont passées pour me remercier. D'autres ne croisaient pas mon regard. Les petites villes sont brutales avec les ragots, et la réputation de Rachel était complètement anéantie. Elle garderait peut-être son travail, ou peut-être pas.
Honnêtement, ce n'est plus mon problème. Sophie a disparu comme une espionne qui avait accompli sa mission. Léa a quitté la ville pour enseigner des cours de spinning quelque part avec moins de chuchotements. Franck est retourné à son travail de détective privé, faisant moins de blagues sur la retraite. Je suis rentré chez moi dans une maison qui semblait différente. Pas vide, juste honnête. Le serrurier avait enfin son genre de calme préféré, déverrouillé. Je ne voulais détruire personne. Je voulais juste la vérité. Il s'avère que la vérité était plus propre que de vivre dans un mensonge. Ils pensaient m'avoir enfermé dehors. Ils ont oublié qui fabrique les clés.